vive, citer les fabriques et les bras, allons au-devant de la mise, allons au-devant du matin. Ben voilà. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Nous sommes un peu surpris parce que nous avions une hésitation à faire une présentation par une conférence de presse, aussi bien que les journalistes ne viennent plus, ou faire une soirée, mais il fallait faire une préparation. Et nous avons décidé, donc, d'une manière très improvisée, de faire une présentation publique du livre de José. Donc je suis vraiment très heureux qu'il y ait tant de monde, tant d'amis de José aussi, tant de personnes qui s'intéressent à l'histoire des jeunes communistes, des étudiants communistes. Et je passe la parole tout de suite à José, en vous rappelant évidemment que ce livre est à vendre. Il suffit d'aller s'adresser à Marie-France dans le bureau d'à côté. Merci. Moi aussi, je suis à la fois surpris et heureux de voir malgré tout à notre niveau l'intérêt que ça a pu susciter. Et donc, je vais précisément commencer par le désintérêt quasiment officiel des partis politiques du bois en Belgique pour l'histoire de leur jeunesse. Or, finalement, seul le monde catholique a attribué une place importante parmi ces historiens, ou à distribuer ou à susciter plutôt des approches historiques importantes et intéressantes du monde des jeunes catholiques organisés, mais le grand parti ouvrier qui s'appelait comme ça en effet, qui a été le tuteur d'une organisation particulièrement active, bruyante et importante dans ce pays, la Jeune Carte Socialiste, pour ne pas la nommer, eh bien, n'a rien attribué au point de vue de l'intérêt historique à ce mouvement qui a été particulièrement présent, actif, très actif même, depuis la fin du 19e et surtout entre les deux guerres. Il y a là véritablement un désintérêt tout à fait stupéfiant dans cette recherche que j'ai menée à travers l'histoire des organisations communistes. C'était l'objet de ma recherche et de mon envie, c'était de rendre vie à ce qui a été, malgré tout, un mouvement, je ne vais pas dire important, mais qui a pesé, de certaine façon, dans l'histoire populaire, ici en Belgique. Je n'ai trouvé qu'un seul travail important qui, sous forme d'un mémoire de licence élaboré à Gand, d'un certain Welge, dont notre ami qui dirige actuellement l'AMSA m'a appris qu'il n'était plus du tout dans l'histoire, si je puis dire, et qu'il n'était pas prêt à revenir à ce sujet qui représentait tout son passé étudiant. Et pourtant, c'est un travail remarquable sur la JGS, mais qui n'existe que sous forme de mémoire de licence en flamand. Vous pourrez bientôt le consulter parce que j'ai rentré l'exemplaire que je possédais, je l'ai rentré ici. Donc, il y a un désintérêt tout à fait stupéfiant. Enfin, stupéfiant, on peut trouver des explications, je vais peut-être en donner, à cette l'absence totale d'intérêt, sauf des publications purement sans intérêt sur le passé de la JGS, alors que ce mouvement a constitué ce que n'ont jamais été les organisations liées ou inspirées par le Parti communiste, c'est-à-dire ce en quoi constituait la Jeune Carte Socialiste au sein du Parti Socialiste, du POB à l'époque, entre les deux guerres fondamentalement, c'est-à-dire en fait une minorité du parti, un parti de gauche à l'intérieur du parti, et d'ailleurs un parti, enfin une organisation qui n'avait pas limité l'âge d'adhésion, contre quoi est intervenue la direction, mais très tardivement,
au moment où cette organisation elle-même était l'objet, mais j'y reviendrai, de véritables tentatives de hold-up par rapport aux jeunes communistes. C'est-à-dire de mettre une limite d'âge à l'adhésion aux jeunes cartes socialistes. Nous avions toujours l'habitude de voir des grands-pères très fiers d'avoir la cravate rouge sur la chemise bleue défiler joyeusement en tant que jeune garde socialiste. Et effectivement, la jeune garde socialiste a constitué, et je vous dis, le seul travail qui a vraiment examiné ça de manière sérieuse, Henri Welge, n'a jamais été traduit d'abord et n'a jamais été publié ensuite. Ce que je n'ai jamais compris, alors qu'il y a eu quand même quelques efforts et qu'il y a eu quand même pas mal d'historiens à la tête, notamment de l'AMSA, et en tant que professeur à l'université de Gand, professeur socialiste à l'université de Gand, eh bien ça n'a rien produit au niveau publication. Donc il fallait partir en fait d'une absence totale de recherche scientifique, de recherche tout court à propos de l'histoire du mouvement, qui est d'une richesse absolument incomparable. Il y a des secteurs, l'antimilitarisme de la JGS. Là, il y a quelques aspects de la JGS qui ont été étudiés par le biais de l'un ou l'autre mémoire de licence dans l'histoire, mais en fait rien de très sérieux n'existe dans le monde des publications, et c'est fort dommage parce que cette histoire est particulièrement intéressante, et peut-être que le désintérêt du parti officiel, du parti ouvrier belge, et ensuite du parti socialiste, envers sa jeunesse, a une signification, c'est-à-dire qu'effectivement, cette organisation a toujours représenté la gauche du parti, et l'a fait savoir. Et donc, il n'y avait aucun intérêt officiel, disons, du Parti socialiste à promouvoir ce qui était une organisation d'opposition, en fait, au sein même du parti, et qui a joué un rôle important, notamment l'antimilitarisme de ce parti qui était véritablement prononcé. Donc, il n'y a pas de littérature scientifique sur les jeunesses de gauche, parce que le monde catholique a produit énormément de choses excellentes, mais pas du tout du côté de ce que j'appellerais les organisations progressistes, des organisations socialistes et bien entendu communistes. Et voilà, dès lors, moi c'était une espèce de comment dirais-je, de dette morale que j'éprouvais à l'égard de ce qu'ont été et de ce qu'ont traversé ces jeunes communistes de l'entre-deux-guerres, puisque évidemment de cette période-là que je traite, parce que je n'ai pas eu, pour différentes raisons que j'explique en ouverture du bouquin, de la continuer comme je l'espérais jusqu'en 1956, qui est la date de recréation d'une jeunesse communiste, après l'épisode un peu brumeux de ce qu'on a appelé la jeunesse populaire de Belgique, créée au lendemain de la guerre, qui n'a pas eu grand succès et qui a disparu pour tel. C'est une espèce de... J'avais pour moi une dette morale, personnelle, individuelle, par rapport à cette période qui a effectivement mérite le titre optimiste que j'ai donné à ce bouquin. J'ai, je dois dire, été imitateur d'un prédécesseur, c'est-à-dire Jean Lemaître, qui a intitulé l'excellent bouquin qu'il a consacré à son grand-père Jean Fontaine, qu'il avait intitulé lui aussi d'un air que nous chantions, c'est-à-dire « C'est un joli nom, camarade ». Je trouvais l'idée très belle, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi le titre d'une chanson optimiste, à l'autre devant de la vie, que nous avons chanté en mouvement de jeunesse, et qui était en fait issu d'un film soviétique de 1932, qui a eu à l'époque beaucoup de succès, mais la chanson est devenue une espèce d'hymne des occupations d'usines, de la grève de 1936 en France et aussi en Belgique. C'était une chanson joyeuse qui marquait un moment joyeux de la lutte
ouvrière, tant en France qu'en Belgique. Je trouve que, dans la mesure où je me suis arrêté en 1945, ce que je regrette, j'explique pourquoi, correspond à la période. Si j'avais effectivement débordé ce cadre chronologique et abordé l'après-guerre, je n'aurais pas pu l'appeler d'une chanson heureuse. Mais l'entre-deux-guerres a quand même considéré, du moins pour moi, je ne sais pas quels ont été vos ou quels sont vos souvenirs ou bien votre expérience, votre formation, mais c'est quand même la grande période, c'est la période des grandes luttes, des luttes qui ont traversé la classe ouvrière, mais pas seulement, précisément. C'est la lutte, ce sont les grandes luttes, les grandes grèves des années 30, c'est la grande lutte en faveur de l'Espagne républicaine. Ce sont des enthousiasmes forts et formatifs et qui ont, disons, duré, qui ont pénétré ceux qui l'ont vécu et qui sont des expériences tout à fait exceptionnelles. Et je dois dire qu'effectivement, l'expérience était difficile dans la mesure où j'ai pu constater avec certains dommages, mais enfin c'est normal, ça n'avait rien d'étonnant. Enfin, il y a un aspect qui a sa spécificité, que les survivants de l'époque que je traite, eh bien, n'ont pas existé. Enfin, n'existent plus, pardon. Les survivants n'existent plus et la part d'interrogatoire a été excessivement limitée parce que les interlocuteurs n'étaient plus accessibles. Je dois, à la vérité, de rendre un hommage à deux de mes anciens collègues qui avaient entamé cette recherche. Il s'agit de deux personnes qui sont passées un moment au centre de la Seconde Guerre, où je travaillais, qui sont Luc Kongs et Rudy van der Slaer. Eux deux avaient entamé, disons, une recherche dans cette direction et aussi, grâce à ça, ont sauvé des témoignages enregistrés qui ont été utiles de la part de quelques dirigeants de cette période d'entre-deux-guerres. Et ce sont les seuls témoignages oraux qui subsistent et qui m'ont été, je le déclare, je l'affirme, enfin je l'écris, m'ont été fort utiles. Car effectivement, cela implique la lutte contre le fascisme, qui est quand même un grand moment d'unité et d'action de la jeunesse. Ça implique, essentiellement en France, mais avec des essais en Belgique, le Front populaire, où la jeunesse a joué un rôle essentiel. En fait, l'histoire de la jeunesse communiste en Belgique, elle démarre en même temps que le Parti communiste lui-même. D'ailleurs, vous avez une des photos qui est très significative dans l'ouvrage, une des rares photos qu'on a pu conserver, c'est que la différence entre un congrès de la jeunesse communiste à la fin des années 20 et celle d'un congrès du Parti communiste est absolument insignifiante, elle n'est pas visible. Ils sont jeunes des deux côtés, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de jeunesse spécifique communiste et il n'y a pas de dirigeants spécifiques, sauf quelques ancêtres, qui ont eu évidemment leur importance, comme Jacques Motte, mais autrement, ce sont pratiquement les mêmes âges et cela a une implication importante au niveau du contenu de ce que va être ou de ce que va tenter d'être la jeunesse communiste quand elle se crée dès la fondation du Parti communiste lui-même en Belgique. C'est le fait qu'il ne s'agit pas d'un parti d'anciens combattants. Et ça a quand même son importance, c'est qu'il ne pèse pas, avec tout ce que cela peut signifier, je ne vais pas détailler, mais par exemple sur l'existence et le développement, la naissance et le développement du Parti communiste français, où le rôle des anciens combattants est essentiel
dans l'élaboration, dans la fixation de la théorie, et aussi des réactions, et aussi le recrutement de ce parti communiste. Ici, les jeunes, parce qu'ils sont pratiquement tous très jeunes, qui constituent à la fois le parti et la jeunesse, ont très peu de différence d'âge, hein, et ça va jouer sur à la fois l'immaturité ou l'absence de maturité à la fois des dirigeants du parti, mais aussi de cette jeunesse qui est un peu évanescente, qui n'a pas de tradition effective, qui n'a pas été au front, qui n'a pas du tout la composition psychologique, dirais-je, émotionnelle des anciens combattants en France, qui vont constituer une frange quand même importante de ce parti communiste français qui se constitue. Il y a donc là un parti différent où les jeunes se confondent avec les vieux, si je puis dire, avec les dirigeants, et d'ailleurs les jeunes vont fournir systématiquement les rangs des dirigeants qui sont effectivement des jeunes, très jeunes dirigeants, avec tout ce que ça peut comporter d'instabilité d'abord, et aussi d'improvisation, souvent, qui vont faire froncer, plus que froncer les sourcils, de l'Internationale communiste par rapport à ce parti qui va se permettre des innovations totalement folles. Hein, on dit un mot, c'est de faire alliance avec les trotskistes, qui sont le diable incarné, qui, comme ça va se passer en 1934 en Belgique. Et donc, vous avez là des choses qui n'auraient pas pu exister en France. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, au moment, effectivement, où la jeunesse communiste belge accepte de faire alliance, notamment avec les jeunes trotskistes, c'est aux Français, au Parti communiste français, que l'Internationale communiste demande d'intervenir violemment, et elle va l'être avec l'absence totale de fraternité révolutionnaire dans l'humanité. Les dirigeants communistes belges vont se faire traiter de tous les noms, hein, de traîtres, de tout ce que vous voulez, et d'ailleurs la plupart des dirigeants de l'époque vont payer, si je puis dire, si on peut dire ça à l'époque, on ne le disait pas, payer cela d'un séjour, disons, qui n'était pas particulièrement volontaire à Moscou, c'est-à-dire dans l'appareil de l'Internationale communiste, et pas dans les camps ni dans le goulag, mais il y aura l'expédition à Moscou pour une rééducation qui doit être entreprise de manière efficace et forte. Il y a donc là une légèreté politique qui s'explique, enfin qui peut s'expliquer par la légèreté d'antécédents, de formation de ce jeune parti communiste qui demeure jeune très longtemps. Ça veut dire que le roulement des adhérents se fait de manière très forte, et si c'est le cas dans le parti, c'est encore plus le cas parmi les jeunesses. Mais ces jeunesses, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est pensable, disons, est-ce que ça a un sens de créer des jeunesses communistes en Belgique, ou c'est ce mouvement va connaître dans ces moments les plus fructueux, dirais-je, j'ai pu, oui, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il est vrai que si j'ai pu faire ce travail, c'est malgré la disparition de l'essentiel des gens qui ont joué un rôle dans cette organisation, donc avant-guerre, hein, dont je n'ai pratiquement trouvé que très très peu de représentants, mais surtout parce que j'ai pu, à ce moment-là, commencer à dépouiller, à accéder aux archives de l'Internationale communiste à Moscou, qui se sont libéralisées peu à peu et très lentement. D'ailleurs, c'est au bout de 10 ans de présence régulière, enfin, je dis chaque fois 8 jours ou 10 jours maximum, attention, je ne connais pas le russe, donc je ne pouvais pas être autonome dans ces archives. J'ai chaque fois dû passer par l'aide financée par des jeunes étudiantes en français,
qui m'ont permis d'accéder à l'essentiel de ces archives. Mais bon, l'essentiel était quand même en français, parce que l'essentiel de ces archives provenait de Belgique, puisque à l'époque, tout document qui était établi en Belgique et dans n'importe quel autre pays était envoyé à la maison avec un grand M. Tout document était envoyé là-bas, et heureusement, il n'y avait pas encore eu, je crois qu'il n'y a pas encore eu, mais on va voir, c'est pas fini cette histoire, mais il n'y a pas eu de destruction ni de vente généralisée aux Américains ou aux Chinois. Les archives sont encore à Moscou, enfin si je ne m'abuse, parce qu'il y a longtemps que j'ai plus mis les pieds là-bas, mais enfin les archives, tous les documents qui étaient élaborés en Belgique ont été envoyés là-bas, y compris celui des jeunesses, et donc il y a là un fonds documentaire essentiel, mais qui n'offre évidemment, comme toute correspondance officielle, d'un type de correspondance purement administrative et officielle précisément. Et donc ne nous livre pas l'essentiel, disons, de l'arrière-front et des coulisses de l'organisation. Donc, mais grâce à ça, il y a quand même des chiffres qui nous donnent, et alors je ne serai pas ébloui par l'importance de cette jeunesse communiste, qui va, à partir de 23, j'ai des chiffres, qui ne va jamais dépasser 300 membres dans les années 30 et qui atteint son sommet en 32 avec 650 membres. Donc nous n'avons pas affaire à un grand ensemble efficace et nombreux, mais l'importance qui va lui être accordée à la fois par la police belge, mais comme vous le savez, même si on en parle beaucoup, mais on ne la voit nulle part, c'est l'ouverture des archives policières, dont on parle, mais elle n'a toujours pas eu lieu, du moins en ce domaine. Il n'y a pas eu, disons, un torrent, des fleuves de membres qui se sont succédés, et donc on n'a jamais dépassé les 600, 700, 800 membres vers la fin des années 30. Donc ce n'est pas un monde important, mais il existe, et la frayeur qu'il suscite à la fois de la police, évidemment, de l'appareil d'État, et par ailleurs de son principal concurrent et adversaire, les jeunesses socialistes et le Parti socialiste, lui donne quand même un poids politique qui a quand même son importance, c'est-à-dire qui n'est pas nul. Donc on ne va jamais dépasser 700 à 800 membres, même dans les meilleures périodes. Donc vous voyez, ce n'est pas une armée particulièrement dangereuse, et elle va se charger elle-même de faire de l'auto-lavage, enfin si je puis dire, je ne sais pas comment exprimer ça, mais le roulement intérieur est excessivement important. Les dirigeants demeurent, mais ne durent pas longtemps, et donc il n'y a pas un corps constitué de jeunes, même si on va aller rechercher, c'est dans le rang qu'on va, disons, pouvoir recruter les directions successives du parti lui-même, qui ne vont jamais différer très profondément de la direction des jeunesses. Il y aura des passages permanents et des flux de pensée, des communautés de pensée qui vont expliquer, dirais-je, la jeunesse, le côté prime sautier et certains diront irresponsable du Parti communiste lui-même, parce qu'il n'est pas encadré par des militants avec des expériences ouvrières notamment très fortes, bien qu'il est recruté dans les milieux ouvriers, on y reviendra si vous voulez. Donc nous avons là un élément assez volatile, cette jeunesse communiste, étant jamais été une organisation de masse, certainement pas, ayant surtout bourgeonné dans des lieux bien précis, comme bien sûr Bruxelles, bien sûr, on y reviendra, Liège, bien sûr le Borinage, d'une certaine manière à Anvers, mais n'a jamais été un mouvement de foule, un mouvement de masse. Mais ce fut un mouvement très actif, et là nous y reviendrons. Donc il y a
Un autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'en allant rechercher tant que je pouvais, avec les moyens qui étaient, qui sont toujours d'ailleurs accessibles, enfin qui ne le sont pas, je voulais dire, on n'a pas les archives de la police donc, mais bien qu'on ait la certitude que les organisations de jeunesse, comme le parti, tout ce qui était communiste, était suivi de manière très particulière. Les archives du procureur d'Anvers montrent là des observations tout à fait stupéfiantes pour le nombre de militants examinés ou fichés, qui est assez extraordinaire. C'était d'une efficacité réelle, et ce fonds du procureur de roi d'Anvers est vraiment fabuleux en termes de révélation et d'existence de noyaux, peut-être pas massifs, mais de noyaux actifs et très fortement surveillés. Mais ce que ne sera pas et ce que ne sera jamais la jeunesse communiste dans ce pays, c'est ce qu'elle va être dans plusieurs parties du monde, c'est des fractions de gauche à l'intérieur du parti. Dans plusieurs partis dans le monde, les jeunesses vont constituer en soi une fraction qui assume des orientations, je dirais, plus gauchistes que la prudence traditionnelle des partis communistes et de l'internationale communiste, qui a toujours veillé quand même à modérer ses troupes. Et dans plusieurs pays, vous avez la jeunesse communiste constitue l'organe de gauche. En fait, nous avons un exemple évident, c'est celui précisément des jeunes gardes socialistes à l'intérieur du POB, qui en sont une expression de la gauche du POB, qui préfèrent à 35 ans porter encore la cravate rouge et défiler avec leurs amis de jeunesse. Et c'est d'ailleurs à ça que la direction du parti va mettre fin dans les années 38-39. Tous ces vieux qui traînent dans l'organisation de jeunesse et qui lui donnent la leur, donc, et qui lui donnent une orientation très gauchiste, presque proche des trotskistes, effectivement. Et donc, la jeunesse communiste en Belgique n'a jamais représenté, je dirais, cette aile avancée, plus aventurière, entre guillemets, que le parti. En général, les jeunes n'ont pas rué dans les brancards, si je puis dire. C'était des jeunes disciplinés, et comment on appelle ça, le turnout, c'est ça? A été tel qu'il n'y a jamais eu véritablement d'incrustation de noyaux importants qui auraient pu constituer des directions de remplacement. Il y a eu cette tentative qui va avoir lieu en 34-35, où effectivement il y aura cette acceptation des trotskistes dans une alliance, et c'est effectivement le Parti français qui va être chargé d'agonir d'injures. D'ailleurs, si vous allez voir dans l'Humanité, ils ont agoni d'injures, les dirigeants communistes belges qui avaient accepté cette traître révisionnaire, enfin tout ce qu'on peut, comment qualifier les trotskistes à l'époque, qui avaient fait l'alliance avec eux, ce qui était absolument inimaginable pour l'internationale communiste. Et ceux qui ont commis cette erreur, cette horreur absolument affolante, n'ont pas terminé au goulag. Ils ont terminé dans l'appareil de l'internationale à Moscou, et ils ont continué une vie d'apparatchik, dirais-je, sans punition véritable et violente. Ils ont même repris, pour certains, le chemin de Bruxelles, sauf un qui est demeuré là-bas, pourquoi? C'est aussi très typique de la mentalité dans laquelle ils avaient été formés. Un des dirigeants principaux de cette jeunesse, et qui a été coupable de cet accord avec les trotskistes, est envoyé à Moscou, et puis lui, c'est un jeune ouvrier, et lui décide, il ne veut pas aller dans les appareils politiques, et il demande d'aller en usine, avoir une vie d'ouvrier, parce qu'il est technicien, et alors il est envoyé en Ukraine, excusez-moi, ça n'avait rien à voir, c'est pas une prémonition, mais il est envoyé en Ukraine, dans une usine qui fabrique des ponts,
Et là, il est stupéfait. Il est totalement stupéfait de quoi? Mais de la lenteur et de la malhabilité, dirais-je, des ouvriers qui travaillent en usine, des procédés antédiluviens qu'ils utilisent, et il proteste de toute son âme socialiste contre ce qu'il appelle pratiquement un sabotage de la production soviétique, de la construction du communisme, et il écrit des lettres violentes à la direction de l'Internationale, en disant mais c'est pas possible, en fait, qu'est-ce qu'ils fabriquent là, etc. Et le résultat sera que la GPU locale va l'arrêter, et lui connaîtra effectivement le goulag, il en survivra, il adhérera par la suite au Parti communiste soviétique, et malgré qu'il ait demandé simplement, en promettant de ne faire aucune contre-propagande, de pouvoir revoir la Belgique et ses amis, parce que c'était un gars né dans les milieux populaires de Bruxelles, qui avait beaucoup d'amis à l'époque, effectivement, et qui était un personnage là. Malgré cette promesse de dire il ne fera pas de contre-propagande, il a fallu beaucoup d'hésitation à l'époque à la direction du PC pour autoriser un retour, parce qu'il avait été libéré, il était devenu membre du Parti soviétique, il était devenu directeur d'entreprise en Sibérie, et il voulait revoir la Belgique. Et ce plaisir ne lui a pas été accordé. Le seul qu'il ait vu et a discuté avec lui, je crois que c'est Jean-Marie Chauvier. Oui, c'est pas je crois, c'est vrai. Parce que quand il venait à Moscou, il habitait chez, j'ai oublié qui, Jean-Marie, tu vas me dire chez qui il habitait? Chez moi. Chez toi, voilà. Au quai Shevchenko. Quoi donc? Au quai Shevchenko. Voilà. Donc voilà. Jean-Marie a eu le privilège, si je puis dire, de le connaître, de le rencontrer. Et bon, il était resté, il avait adhéré au Parti soviétique. Et je crois que c'est ce que Jean-Marie écrit, il n'a cessé qu'au moment de la Tchécoslovaquie. Il a rompu au moment de la Tchéco, d'après ce que tu as écrit, dans un article biographique à son propos. Il n'a pas rompu, il était retraité et il animait le club d'éducation politique de son entreprise et il faisait la propagande des idées du printemps de Prague. Voilà. Il est mort peu après. Donc voilà, Jean-Marie a eu le privilège de le connaître, enfin de le rencontrer, de pouvoir parler avec lui. Moi, je n'ai pas eu ça. Et donc voilà, c'est le seul qui est vraiment pâti avec Goulag à la clé à la situation de l'époque. Mais donc, je dis, c'est une exception. Il a été dégommé tout de suite, il a été envoyé, mais ce n'était pas au Goulag, il a été envoyé dans l'appareil de l'Internationale, mais ça ne lui a pas plu. Il préférait aller en entreprise, mais là, ce qu'il disait n'a pas plu à la direction locale de la GPU, je suppose, et enfin pas je suppose, je suis certain. Et donc il a payé très cher cette déviation. Vous n'avez pas prononcé son nom. Oui, attendez. Marc Willems. Marc Willems, voilà, c'est Marc Willems. Il n'a pas eu son visa pour la Belgique non plus. Quoi donc? Il n'a pas eu. Il n'a pas eu son visa pour la Belgique. Voilà. Ça, c'est la Belgique, là. Bon, voilà. Non, Donc, non. mais c'est le seul cas goulag belge, si vous voulez, mais c'est un cas très politique, en fait, qui est quand même significatif. Mais en plus c'est un travail pour Jean-Michel Chouron, ça, c'est l'évolution intérieure qu'il a subi pour adhérer au Parti soviétique et demeurer fidèle à cet esprit soviétique. Mais c'est le seul, parce qu'il n'y a pas eu ici de déviation forte à la direction des jeunesses, comme la jeunesse communiste française en a connu d'être très important. Ici, en Belgique, la jeunesse n'a jamais signifié une orientation spécifique. Donc, en fait, disons, pour reprendre ça, ils étaient politiquement corrects par rapport au parti, et ceux qui mettaient ça en doute ou en cause ont quitté l'organisation de jeunesse, ce qui explique aussi le renouvellement permanent. Donc, pas un parti d'anciens combattants, pas un parti de gauche, une fraction de gauche du parti. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout
et c'est ça qui va être très étonnant, malgré leur faiblesse sur le plan du nombre, ils n'ont jamais... Je reviendrai, attendez, excusez-moi. Il y a une chose que je devais introduire d'abord, c'est la fracture totale. Vous voyez que le bouquin s'appelle « Jeunesse et étudiants communistes ». J'ai voulu étudier les deux. Mais précisément, entre jeunesse et étudiants, je ne vais pas dire que la fracture est totale, mais l'ignorance est totale. La société que j'ai découverte, après beaucoup d'autres, de l'entre-deux-guerres, c'est une société où, d'un côté, les élèves des écoles supérieures, c'est-à-dire des universités, et d'autre part, la jeunesse non universitaire, font partie de deux univers totalement séparés. Il n'y a aucune jonction entre ces jeunes communistes qui sont en usine ou en entreprise, et d'autre part, ceux qui adhèrent au marxisme à l'université. Car effectivement, le monde étudiant va, chose absolument qui m'a étonné, avec des signatures qui m'ont étonné aussi à l'époque, vont être très attirés par le marxisme, qui est véritablement un lieu d'expression et d'échange d'une partie de la jeunesse universitaire qui affirme avec fierté leur adhésion au marxisme. Et ça, c'est un élément, personnellement, que j'ignorais totalement, mais qui est très frappant dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, un vrai attrait envers le marxisme qui détermine des orientations politiques socialistes de gauche, et d'ailleurs, les débuts des organisations de gauche à l'université, je vais faire une restriction tout de suite, ce sont des organisations où tous les marxistes de différentes orientations sont unifiés et travaillent ensemble. Ça ne s'appelle pas encore étudiants socialistes unifiés, ce sera à la fin de la période, mais l'organisation des étudiants socialistes, c'est tous les marxistes ensemble. Et vous avez là des dirigeants qui vont devenir effectivement des dirigeants communistes importants, comme, je vais oublier le nom, effectivement, je vous le dirai après, mais des gens qui ont compté dans l'appareil communiste, mais aussi dans l'action communiste au lendemain avant la guerre. Et vous avez là un ensemble avec un attrait prononcé et exprimé envers le marxisme dans des universités où ceux qui touchent d'un peu trop près le marxisme sont évacués. Voilà. Il y a notamment un exemple très connu d'un monsieur qui va se faire connaître encore après-guerre, mais qui représente, si vous voulez, la pression que dans certaines universités, je nomme notamment Liège, le haut lieu de l'action ouvrière et du monde socialiste, l'université de Liège ne... Pardon ? Mais oui, bien sûr. Merci, là. Et donc, il y a là, dans ce milieu-là, vous avez un étudiant qui s'exprime à gauche de manière très évidente, qui fait de la propagande avec des films de gauche, etc. Et des professeurs bienveillants viennent lui dire « Écoutez, vous avez intérêt à changer d'université, parce que ici, on ne va pas vous donner votre diplôme. » Et Jacques Grippa vire de Liège à Bruxelles, où il fera son propre chemin, que vous connaissez peut-être. Mais il y a là une répression dans l'université de Liège d'une manière invraisemblable où n'existera jamais de véritable organisation d'étudiants communistes, sauf après-guerre. Il y a là véritablement une pression excessivement intense par rapport à toute expression de gauche, d'extrême gauche. Évidemment, ce n'est pas le cas, et pour l'université, vous avez deux lieux privilégiés d'expression et aussi d'unité même de la gauche. C'est l'ULB, je n'ai pas besoin de le démontrer, c'est là le fief, si vous voulez, des idées de gauche
dans le monde étudiant en Belgique, mais aussi Gand. Gand, où vous avez la conjonction très forte entre étudiants laïcs, socialistes ou communistes ou même libéraux, dans l'opposition à la pression et à la force du mouvement catholique étudiant. Et là, les idées, d'ailleurs même les prémices à l'unification des étudiants de gauche vont se produire très tôt, peut-être même plus tôt qu'à Bruxelles. Il y a là deux lieux où, si vous voulez, la gauche va être présente. Bien sûr, à l'Université de Bruxelles, ce sera presque la doctrine officielle, appuyée par une partie du monde enseignant, mais à Liège, rien. Il y a vraiment de la répression très forte par rapport aux étudiants qui s'organisent à gauche, et ça va durer longtemps. Jules pourra peut-être en parler, mais en tous les cas, c'est l'inexistence absolue dans ce milieu que l'on croyait un lieu de gauche par définition, comme étant un haut lieu de la lutte ouvrière. Donc, alors ça je voulais dire, mais il y a aussi coupure absolue entre le monde, je dirais, de la ville et de l'université. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communion entre même des communistes à l'université et dans la ville. C'est-à-dire aucune véritable interpénétration entre les jeunesses communistes qui existent quand même à Bruxelles et même à Liège, et même à Moulins, j'allais dire à Moulins, mais et j'oublie le mot. Allez, où ton père était Jean Blou. À Jean Blou, où le père de Jean organise entre les deux guerres des étudiants de gauche à l'Institut agronomique qui aura une force réelle dans un lieu que l'on n'imaginait pas, mais c'est fortement dû à Gaston Moulin, qui deviendra, comme vous le savez, député communiste après-guerre. Et donc il y a là une coupure totale entre ce monde-là, alors que les jeunesses communistes sont, on pourrait dire, florissantes, entre guillemets, avec des limites, à Bruxelles, à Anvers, à Gand, à Liège, il y a une coupure totale de ce monde-là et du monde étudiant. On voit vraiment la coupure sociétale qui est, disons, visible, sensible. Il n'y a pas, ces jeunes ne se connaissent pas, ne se rencontrent à peine. Et il y a une coupure, mais vraiment tout à fait étonnante, enfin en tous les cas pour moi. Moi j'ai découvert ça, je ne connaissais pas cette franche coupure entre les deux mondes, mais qui est une réalité absolue dans le monde de l'entre-deux-guerres. Elle a subsisté même après-guerre. Pardon ? Est-ce qu'elle n'a pas subsisté après-guerre ? Oui. Moi je me souviens que les essais à l'ULB où j'y étais dans les années 60 n'étaient pas liés non plus à la ville. Oui, mais il y avait des fêtes où on se rassemblait. On pouvait danser ensemble. Oui, oui. Non, mais enfin, il y avait quand même des manifestations où on se retrouvait dans beaucoup à différentes occasions, mais il y avait là entre les deux. La fusion, c'est 68. Mais oui, mais il y a fusion entre JC et d'accord. Autrement, il y avait deux organisations différentes. Il faudra l'écrire, c'est après-guerre, évidemment. Je ne l'ai pas fait. Mais il y a entre les deux guerres. Pardon ? Oui. Il y a à cette époque une coupure totale. Ce qui est très étonnant. Vous avez des campeurs, des gens qui partent, oui, parce qu'il y a tout cet aspect festif de la jeunesse communiste, qui est, on va camper ensemble, la mixité est totale, c'est aussi un élément tout à fait étonnant, enfin rare, dans le monde des jeunesses organisées à l'époque, mais les camps de la jeunesse communiste sont mixtes, et les gens s'amusent beaucoup, enfin je veux dire à tout point de vue, c'est vraiment la sortie vers l'extérieur qui a des éléments fondamentaux de l'organisation des jeunes communistes. C'est par là qu'on joue et c'est par là qu'on crée des clubs, etc. On pousse à cet aspect festif, disons, qui va être contesté par certains, qui disent qu'on s'amuse trop, il faut un peu plus étudier. Donc vous avez donc des organisations qui sont séparées, plus fructueuses à l'ULB et même à Gand
qu'à Liège, où ça n'existe pas. Il y a même des cellules plus ou moins clandestines à Louvain, mais ça ne dépasse pas 10 personnes. Il y a beaucoup d'étrangers là-dedans. Et à Liège, ce sont surtout des étrangers qui viennent dans les universités d'État, qui viennent de l'Est en général et qui viennent étudier. Et c'est eux qui sont en fait les piliers des organisations d'extrême gauche, y compris communistes, dans des endroits comme Liège. Pardon ? Non, je dis même très des gros chiffres. Qui sont là, mais c'est les étrangers, et certains disent, mais oui, il y a des étudiants, mais ils parlent français à Gand. Ils parlent français, ils sont des étrangers. Enfin, il y a là quand même des limites assez importantes. Donc vous avez des organisations qui se développent plus ou moins, mais qui vont, effectivement, je vais un peu abréger, ce qui est important, c'est de retenir que, effectivement, à Gand, vous avez cette union des laïcs contre les nationalistes flamands, et ça joue un rôle essentiel dans le rapprochement entre socialistes et communistes, qui ont le même ennemi, si vous voulez, les nationalistes flamands, qui tournent au fascisme très rapidement. Mais à Liège, il faudrait comprendre pourquoi cet isolat bourgeois, si je puis dire, demeure pratiquement intact. Vous avez là une répression voulue par les autorités académiques qui exige que tous les cercles étudiants déposent la liste et les adresses de tous leurs membres du comité. Et il y a une véritable suspicion et une surveillance qui est menée contre toute organisation de gauche. Voilà. Malgré tout, et je vais abréger, malgré tout, cette organisation qui a des difficultés à survivre, vous savez, c'est assez, enfin, c'est pas drôle, mais enfin, c'est un peu étonnant quand vous voyez les chiffres des tirages, des journaux comme étudiants et jeunesse communistes, des tracts étudiants et jeunesse communistes, les nombres gigantesques d'exemplaires imprimés, et on se demande qui va les distribuer et où, mais les nombres d'impressions sont géniales, et il n'est pas étonnant que les gémissements permanents des dirigeants des jeunesses communistes en Belgique vers l'international communiste des jeunes, oui, parce qu'il faut dire qu'à côté et au sein de l'international communiste, il y a l'international communiste des jeunes qui joue le rôle de l'international pour les organisations de jeunesse. Eh bien, les demandes d'argent sont permanentes, mais alors, quand vous voyez le nombre, les tirages de certains archives, de certains tracts et de certains journaux, vous dites qu'évidemment, ils font des bouillons en permanence, parce que quand vous voyez le nombre de membres, vous demandez à qui ils vendent ces journaux, à qui ils distribuent, enfin, ils peuvent distribuer, ça se termine dans les goûts, mais à qui sont-ils destinés? Mais il y a des chiffres rodomartesques, absolument grotesques, quand vous voyez des chiffres de tirage tout à fait ridicules quand on connaît les forces existantes. Mais bon, ça existe, et c'est ce qui motive l'autre élément très important dans l'histoire. Elle touche beaucoup plus les étudiants que les jeunesses, mais elle va toucher les jeunesses aussi. C'est la crainte du POB dès les années 30, 32, 33 envers cette jeunesse communiste. Cette jeunesse et ces étudiants communistes qui mangent petit à petit les organisations socialistes. Alors, quand je dis manger, c'est un terme gentil et très honorable. En réalité, le noyautage est quelque chose d'organisé. Il y a une directive, moi j'ai trouvé avec étonnement, la candeur de ce dirigeant qui a été envoyé à Moscou pour voir si c'était exact, enfin si sa ligne était exacte, comment noyauter les étudiants socialistes, comment noyauter la jeune garde socialiste. Et c'est une ambition, non seulement une ambition, mais un objectif proclamé. Il faut noyauter les organisations de jeunes socialistes, les amener, les faire scissionner, non, il vaut mieux qu'ils agissent à gauche, à l'intérieur de leur parti, c'est bien plus profitable, et là ce sera véritablement une doctrine
Hein, c'est pas un style caché, il y a des directives imprimées, pour ça, et le noyautage va être efficace, efficient. Le dirigeant des étudiants socialistes sur le plan européen, dans les années 38-39, c'est un communiste qui est membre du parti. C'est véritablement je ne vais pas dire un devoir, mais toute possibilité de noyautage est couverte officiellement et encouragée. Il s'agit de détruire de l'intérieur ou de rallier. C'est pas détruire, c'est de rallier le plus possible à l'unité de la gauche, entre guillemets. Et vous avez là, effectivement, toute une série de dirigeants des jeunesses socialistes et surtout des étudiants socialistes qui seront des communistes, en fait, clandestins, et qui ont agi en fonction des directives qu'ils ont reçues. Et parfois, on les réprimande parce qu'ils se sont un peu trop découverts. Voilà. Mais c'est pas une vision démoniaque, c'est une volonté affirmée, organisée du mouvement communiste des jeunes de pénétrer et de, si possible, de rallier le mouvement des jeunes socialistes qui, quand même, au moment de SPAC, à partir de 1935, entrent dans l'opposition violente par rapport à la direction de leur parti, qui est devenu totalement spakiste et qui, disons, ne remplit plus les promesses que le Parti socialiste, que le POB avait faites. Et là, il y a véritablement une tentative de prise en main par des jeunes communistes qui à qui l'on conseille non pas d'adhérer aux jeunes communistes, parce que certains le désirent, on leur dit non, restez, au contraire, vous faites un meilleur travail en restant à l'intérieur. Donc l'idée du noyautage communiste n'est pas une idée à l'air, n'est pas une invention de la bourgeoisie, c'est une directive de la direction des jeunesses. C'est l'objectif suivi par certains dirigeants et par des acteurs qui sont très importants dans la perspective. Quelle perspective? La perspective demeure depuis les années 30, c'est de créer une seule union de la jeunesse socialiste, socialiste qui réunirait toutes les gauches. Et ça va être l'obsession des jeunes communistes, et ça va être par ailleurs l'obsession du Parti socialiste. Parce que c'est là que va résider la véritable opposition. C'est que le Parti socialiste s'inquiète profondément de cette capture de leurs jeunes par les idéaux communistes et surtout l'organisation communiste. Et vous avez là toute une série de mesures qui vont être prises par le Conseil général du Parti ouvrier pour bloquer cette évasion, cette évaporation vers l'extrême gauche de pas mal de militants socialistes. Vous avez là un exemple très connu, mais qui est quand même très spécifique, c'est le dirigeant de ce qu'on va appeler une organisation qui, au sein des jeunes gardes socialistes, a été créée avec des Veuwvächter. Pour ceux qui sont bruxellois, vous savez qu'un Veuwvächter, c'est un bagarreur. Hein. Et donc, au sein de la JIGS, se crée en fait une organisation de combat, si je puis dire, mais le combat contre qui? Mais initialement, ce combat, il est destiné à aller saboter les meetings communistes. C'est ça leur objectif de la fameuse... elle me dit 1000 fois. Pardon? Socialiste antifasciste. Oui, l'USAF. Voilà, l'USAF. Merci. Merci Jean-Marie. Mais l'USAF, c'est une organisation qui s'entraîne à la rue haute, dans les caves à la rue haute, qui s'entraîne au bâton, qui vraisemblablement s'entraîne aussi avec quelques armes. Enfin, ils ne vont pas les utiliser à l'extérieur. Et donc, c'est d'abord combattre les meetings communistes. Il faut parler, Jean n'est pas là, Jean puissant, mais des bagarres dans les meetings communistes dans le Borinage, où là, véritablement, les auteurs communistes se font sonner par des gars baraqués qui sont faits pour ça, qui sont organisés pour ça. Et donc, cette organisation, l'USAF,
qui va devenir un peu le flambeau de l'action antifasciste des jeunes gardes socialistes, avec un uniforme style militaire qui défile. Il y a des photos d'ailleurs que vous allez voir dans le bouquin. Il y a une organisation qui se veut militarisée, des jeunesses communistes, et puis vous avez les jeunesses socialistes qui sont aussi dans ce style très, très actif, je puis dire, et qui sont faits pour détruire les meetings communistes. Et petit à petit, ce sont ceux-là qui vont évoluer, notamment à travers la guerre d'Espagne, parce que c'est dans ces gens-là, ces jeunes-là, que figurent les premiers qui partent en Espagne pour se battre contre Franco, d'initiative avant même l'organisation par l'Internationale communiste des volontaires pour les brigades. Il y a une vingtaine de socialistes qui viennent de l'USAF et qui partent là-bas combattre dès le mois d'août en Espagne. Vous savez, c'est ceux-là qui vont être l'exemple combatif des jeunes socialistes, mais à la direction de ceux-là, très rapidement, ces gens-là, ces dirigeants-là vont devenir communistes. Notamment, l'Espagne va jouer un rôle essentiel, mais je passe là-dessus, parce que l'Espagne sera, je dirais, à la fois le symbole, mais aussi le lieu de rencontre, le lieu de fraternité, d'union de cette jeunesse communiste qui va, avec la JGS, mais qui à ce moment-là a fondu de 20 000 à 6 000 – 7 000 membres. Là, il y a un travail à faire pour savoir pourquoi cette jeune garde socialiste a fondu à ce point. Mais c'est au nom de l'aide à l'Espagne que une partie de l'unité va pouvoir se faire, va se justifier. Il ne faut pas oublier qu'en Espagne, Santiago Carrillo, à la tête des jeunesses socialistes, fait l'union des jeunesses socialistes et communistes, que cet exemple a une très forte répercussion en Belgique, où l'aide à l'Espagne est devenue, je peux vous le dire, il y a des chiffres que je peux donner du nombre d'actions qui sont menées par les jeunes socialistes en faveur de l'Espagne. L'aide à l'Espagne est devenue, au fond, la motivation fondamentale de l'engagement d'une génération de jeunes qui sont antifascistes, mais dans leur trip, qui ne partent pas parce qu'ils sont un peu jeunes pour partir, parce que dans les brigades, l'âge moyen est plus élevé que celui des jeunesses, mais ils sont accrochés par cette lutte antifranquiste et qui va donner, au fond, des élans d'unité. C'est cet exemple-là qui va pousser certains à accepter de faire l'unité avec les jeunes communistes. C'est vraiment l'Espagne qui en sera la motivation, mais qui c'est aussi la démonstration pratique, concrète d'agir de manière antifasciste, de faire quelque chose. C'est-à-dire, non seulement de faire, mais d'agir, c'est-à-dire de créer la solidarité concrète, avec de l'argent, avec des vivres, des vêtements, en faveur de l'Espagne. Et vous avez là un creuset de l'unité pour l'Espagne qui va être l'un des éléments fondamentaux qui va aboutir à ce rêve inespéré, la création des jeunesses socialistes unifiées, c'est-à-dire d'un mouvement unitaire de la jeunesse de gauche qui va en réalité, dans nos rêves et nos illusions, et surtout notre façon d'écrire l'histoire, enfin de ne pas écrire l'histoire, mais de la penser peut-être, cette unité a joué un rôle fantasmagorique. En réalité, l'unité a été décidée à un moment, elle a été immédiatement combattue avec violence par la direction du Parti socialiste, qui a créé des règles, etc., qui empêchaient cette unité, mais elle a existé quelque peu à Bruxelles, un peu à Gand, à l'université, à Liège, mais très peu en dehors, en réalité. Et cette unité a été un peu le motif constamment avancé dans la propagande. Il est plus un motif de propagande qu'une réalité effective dans l'unité à la base. Mais il a joué rôle d'entraînement
de motivation, etc., et d'idéal, hein, l'unité, les jeunes gardes socialistes unifiés, la JGSU, mais qui en fait n'a pas existé dans la réalité, sauf quelques mois à Bruxelles et un peu à Liège, dans les environs de Liège d'abord. Donc il y a là eu un rêve d'unité que l'Espagne a poussé, disons, a permis du moins de tenter certaines avancées, mais que le Parti ouvrier belge va mobiliser toute sa nomenclatura, je peux le dire, pour casser, pour briser, pour rendre impossible cette unité effective, avec même des scissions de fédérations JGS pour créer des fédérations saines, c'est-à-dire sans communistes, etc. Il y aura là vraiment un engagement du Conseil ouvrier, du POB, mais véritablement active pour briser cette unité qui commençait tout doucement à, disons, être acceptée dans certains coins, à Liège, à Bruxelles, où elle est effective, où toute la fédération JGS passe à la jeune garde socialiste unifiée, comme on l'appelait à ce moment-là, mais qui n'aura plus les effectifs qu'ils avaient avant et qui n'aura pas de durée. Et il y aura certains élans assez étonnants de la volonté des jeunesses de se réinscrire dans le tissu national avec une mobilisation des jeunesses communistes pour l'aide aux conscrits, donc au moment de la mobilisation, et on voit les journaux de la JGS qui disent jeune fille, marrainer nos soldats. Je ne connaissais pas le mot, le verbe. Marrainer nos soldats. Alors, dans un journal de la jeunesse communiste, c'est assez drôle de trouver à la fois l'expression et l'objectif. Hein. On doit marrainer nos soldats, c'est-à-dire commencer à faire des collectes pour aider nos soldats, leur envoyer des cigarettes. Et tout. Il y a là tout un mouvement qui se veut, disons, national et populaire, mais qui va évidemment échouer totalement avec très rapidement le paquebot soviétique qui ne va pas aider à ce... Donc, le noyautage n'est pas une invention de la bourgeoisie, n'est pas une invention de la police, c'est une réalité, c'est, je dirais même, à certains moments, à certains endroits, c'est un objectif réel et poursuivi, avec, il y a d'une part le noyautage des socialistes, qui va être facilité, vous rigolerez vous-même, enfin, vous pouvez, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais qui va être facilité par le rejet du trotskisme. Étant donné que les socialistes ont rejeté le trotskisme, maintenant, on peut faire l'unité beaucoup plus facilement, ce qui n'était pas bien vu quand ils étaient encore profondément imbibés, je dirais, de trotskisme, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai, c'était mal vu de faire l'unité avec ces pseudo-trotskistes qui étaient les jeunes gardes socialistes. Et donc, il y a là un moment où tout ça se déglingue, et en fait, si l'on peut dire, je vais achever ici, ce que j'ai découvert en essayant de faire ce travail, c'est la réalité d'une jeunesse qui se cherche un idéal et qui se veut engager dans, d'une manière ou d'une autre, l'effectivité de cet idéal, dans l'engagement par rapport à l'unité de la classe ouvrière. Et ça, j'ai oublié, enfin, j'ai pas tout dit, mais par exemple, ce qui va jouer un rôle important, je ferme la parenthèse très vite, c'est l'implication des jeunesses dans les grèves de 1932. En 1932, les fameuses grèves en Belgique, vous avez là, les jeunesses communistes vont créer des détachements très limités, 8-10 personnes, qui vont sillonner le pays et qui vont être des déclencheurs de grève. C'est eux qui circulent à vélo dans les usines, à travers l'usine, pour mettre les gens en grève, pour aider à la mise en grève de la population ouvrière. Ça, c'est un élément extrêmement important dans, disons, pas l'imagerie, mais
dans l'image que la jeunesse communiste assume à ce moment-là. Je parle plus des étudiants, là, c'est vraiment la jeunesse communiste dans le Borinage, à Liège, autour de Liège, etc. Et même dans certains coins en Flandre, vous avez là des engagements extrêmement importants dans cette action sociale des jeunes, même si ils ne réussiront que très peu, malgré des congrès spécifiques, des assemblées spéciales, etc., à réunir des ouvriers d'une même, j'allais dire corporation, mais d'un même métier, les métallos, ainsi, pour essayer de structurer ces jeunes qui viennent réellement, là, qui sont des ouvriers, qui sont qui sont attirés à la fois par le marxisme, surtout par le communisme, et, ne l'oublions pas, l'exemple de l'URSS, qui joue un rôle sur lequel je ne vais pas m'apesantir, pas du tout, puisque je vais arrêter, mais il y a là véritablement un début de pénétration dans les entreprises des jeunes communistes qui va laisser des traces profondes, qui va, disons, favoriser l'engagement avec celui envers l'Espagne, car la classe ouvrière en Belgique a flambé pour l'Espagne, y compris parmi les jeunes dans les entreprises. Vous avez là la création d'un climat qui va être véritablement un climat qui va, je ne vais pas dire prévoir, ou qui va entrer, qui va contribuer, dirais-je, à, disons, le passage à l'opposition à l'occupant de certains de ces jeunes qui auront été touchés par l'engagement communiste. Je ne dis pas que tous ceux qui ont été touchés par cet engagement sont devenus des résistants, certainement pas, mais là, dans cet élan, à la fois l'Espagne et la montée du fascisme, évidemment, hein, Hitler et compagnie, vous avez eu là une empreinte qui a été très importante pour décider une partie de cette classe ouvrière, d'entrer en résistance à l'occupant nazi. Bon, alors, cette jeunesse communiste n'a pas été un grand mouvement massif, n'a pas été l'exemple absolu qui a offert à la jeunesse en Belgique une perspective, un idéal, etc. Mais moi, personnellement, à travers ce que j'ai pu redécouvrir ou découvrir, parce qu'il y a très peu d'écrits à ce sujet, il y a là tout un terreau qui a maturé entre les deux guerres, et surtout à partir des années 30, qu'on ne peut, disons, exclure de ce qui a été la maturation de l'esprit des gens qui, quelques années après, ont encaissé, si je puis dire, l'occupation nazie et l'ont refusée, et ont été enclins, je dis bien enclins éventuellement à la résistance. Ce n'est pas un lien direct, mais il y a quand même des liens très forts entre cet engagement entre les deux guerres, surtout des années 30, et l'engagement dans ce qu'on a appelé, ou ce qui a été la résistance. Donc tout ça offre des tableaux, des personnages, des initiatives qui sont, je dirais, d'une certaine façon assez passionnantes. Et je pense que c'est pas totalement inutile d'avoir consacré quelques années, si je puis dire, et quelques centaines de pages à cet aspect des choses qui risquait d'être totalement effacé de l'histoire, parce que les survivants n'ont pas raconté leur histoire. Ces survivants, ils ont été, quand ils se sont engagés véritablement, ont été obnubilés, on peut les comprendre, par la part de résistance qu'ils ont faite, accomplie. Ce sont ces souvenirs-là qui ont dominé leur pensée, leurs souvenirs, leur mémoire, en fait. Qu'est-ce que c'était que distribuer d'un tract dans un état libre où vous risquiez, au pire, de passer une nuit au commissariat sans autre
punition et le fait de faire la même chose sous l'occupation contre les nazis. Il y a là véritablement un effaceur extrêmement puissant qui a un peu obnubilé les souvenirs et les mémoires. C'est ainsi, je vais prendre un exemple, qui a été bien développé par un mémoire de licence à l'ULB, en Sciences Po d'ailleurs, pas en histoire, et qui, malheureusement, la personne étant devenue syndicaliste de choc, n'a jamais fait de son mémoire de licence un article ou même publié, parce qu'elle le méritait. Ça a été effacé de leur mémoire, la période USAF, la période Union socialiste antifasciste, la période d'action, cette période-là, si vous voulez, en liaison avec des jeunes communistes, ça a été effacé par ce qu'ils sont devenus par la suite. Parce que leur participation à la résistance était l'élément phare dans leur mémoire, l'élément qui les glorifiait, qui les justifiait, qui les rassurait aussi au fond, qui leur donnait un rôle dans l'histoire, et les balbutiements militants de leur période de jeunes communistes qui s'est limité à distribuer des tracts, à manifester dans la rue, dans de certaines grèves, pas toutes, etc., n'ont pas marqué avec cette profondeur, cette force, leur mémoire. Et quand ils racontent leur histoire, c'est très typique de dire, de constater qu'il faut vraiment gratter pour leur faire. Vous savez, c'est un mémoire qui a été fait par une fille qui est devenue syndicaliste, je vous l'ai dit, mais il a fallu gratter leur mémoire par mal de ces témoins pour leur faire remettre en place la période USAF, donc Union socialiste antifasciste, de l'Union d'avant la guerre, qui, à leurs yeux, avait perdu toute glorification par rapport à ce qui était devenu, à ce qu'a été leur participation à la résistance contre l'occupant. Il y a vraiment eu une nécessité de travailler leur mémoire pour la faire ressortir, ce qui pour eux était, disons, je ne vais pas dire un amusement, ils portaient une espèce d'uniforme, ils avaient un bâton, ils marchaient en rang, ils ont été se battre contre les communistes d'abord et puis contre les fascistes ensuite, mais c'était moins marquant que dans leur esprit à leur participation à la résistance, aux partisans armés ou à la clandestinité contre l'occupant. Et donc il a fallu un peu extraire cette mémoire, et malheureusement, je vais le dire, moi je suis venu trop tard pour essayer d'aider à l'extraction de cette mémoire. Il y a quelques travaux qui redonnent des messages, qui redonnent signe à ça, mais pas assez pour parcourir, si vous voulez, le pays. Par exemple, pour la Flandre, il y a très peu, alors que le mouvement a été très fort en Anvers, par exemple, et à Gand. C'était quelque chose de réel, de puissant, mais il y a très peu eu d'héritiers, si je puis dire, qui l'ont assumé. Et puis, c'est ce que je vais dire aussi, c'est que la direction des jeunesses communistes d'avant-guerre a été largement liquidée pendant la guerre. Il y a notamment un coup de filet qui a été terrible, c'est en 1943, où toute la direction des jeunesses communistes clandestines a été arrêtée, et la plupart ont été exécutés. Donc il y a eu une rupture de la mémoire, de la transmission possible d'une mémoire qui a fait en sorte que, en fait, elle n'a pas été rassemblée et que beaucoup de ces gens qui ont participé à ce mouvement ont effacé cette partie-là qui ne leur semblait pas tellement glorieuse au bénéfice de ce qu'ils ont accompli pendant la guerre, avec, disons, sous l'uniforme, sans uniforme, de partisans ou simplement de militants politiques, de militants communistes clandestins. Et donc là, on a dû véritablement restituer cette mémoire, et malheureusement, il n'y a plus grand monde dont il faut restituer la mémoire, parce que la plupart ont disparu. Je n'en connais actuellement, si je vois ici
l'index des noms, j'en vois pratiquement pas un seul que je puisse dire, tiens, il est là, il est encore là, il a été là. Voilà, c'est effrayant de se dire ça, mais c'est la réalité. Et donc je trouve que même si ça n'a pas pesé très fort, faisons dans l'histoire, je trouve que c'était presque, allez, je ne vais pas prendre des grands mots, mais c'était presque un devoir de militant, j'ose le dire, à ce point de vue-là, de moins essayer de restituer, de transmettre ce que j'ai pu en fait réunir comme mémoire d'une période qui a quand même été exaltante, avec tous ces enthousiasmes, tous ces espoirs, surtout de ce, comme on dit, d'aller au-devant de la vie, qui aujourd'hui, je n'intitulerai pas le livre qui aurait continué pour l'après-guerre, tout simplement. Mais je crois que pour cette période exaltante de l'entre-deux-guerres, c'est totalement indiqué de dire que ces gens-là allaient tout devant de la vie. Merci.